Le sujet, c'est pas tant le problème de la dépendance, qui en fait est normal dans une chaîne de valeur très globalisée, dans une économie mondialisée. C'est l'excès de dépendance, c'est l'asymétrie de la dépendance et la confiscation de celle-ci pour faire pression. Moi, j'ai vu l'outil technologique comme un outil de puissance et qui peut servir parfois comme une arme et qui fait des dégâts. On voit aujourd'hui que les cas d'usage qui posent problème en matière de dépendance numérique, ils sont pas tant liés à la donnée, ils sont plutôt liés à est-ce que je suis capable d'assurer la continuité de mes services. C'est pas déplacé en 2026 de favoriser une solution européenne alors qu'on sait très bien que de l'autre côté de la planète, tout le monde le fait et ça choque personne. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série enregistré en direct du Forum In Cyber 2026 en partenariat avec Arfang Lab. Je suis ravie de m'associer à l'une des plus belles entreprises de l'écosystème cyber. Arfang Lab, c'est un éditeur européen spécialisé dans la protection des endpoints, comme on les appelle dans la cyber. Ce sont toutes ces portes d'entrée potentielles pour accéder à un système d'information. Ça peut être un ordinateur ou encore des serveurs internes. Autant de points de vulnérabilité qu'un attaquant peut chercher à exploiter. Et pour les sécuriser, Arfang Lab a développé une plateforme de sécurité qui comporte plusieurs technologies. Le DR, le PP, l'ASM, ce jargon un peu technique qualifie les technologies capables de prévenir, détecter, remédier et investiguer ensuite les menaces modernes ciblant les organisations. Alors l'un des points forts de l'approche d'Arfang Lab, en plus de la performance de ces solutions, c'est qu'elle permet de répondre aux enjeux de sécurité mais aussi à ceux de l'autonomie stratégique des entreprises et organisations. Et ça tombe bien puisque c'est exactement le sujet que le Forum In Cyber a choisi de mettre au cœur de cette édition. Maîtriser nos dépendances numériques, et les mots n'ont pas été choisis au hasard. À l'heure où l'Europe prend conscience de l'étendue de ses dépendances technologiques, la question n'est plus de les nier ou de les fuir, c'est de savoir comment les reprendre en main, comment retrouver la maîtrise de nos données, la confiance de nos outils et construire une autonomie stratégique qui ne sacrifie ni la performance ni l'innovation. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir 4 invités qui vont se succéder au micro du podcast et je commence avec Guillaume Tissier, directeur général du Forum In Cyber. Bonjour Guillaume. Bonjour Leslie. Je suis ravie d'être de retour cette année sur cet événement incontournable de la cybersécurité. Guillaume, pour commencer, est-ce que tu peux présenter le Forum In Cyber et nous expliquer ce qui le distingue cette année des éditions précédentes? Le Forum In Cyber, c'est un événement d'écosystème, donc c'est la 18e édition d'écosystème parce que y participent à la fois des gens qui recherchent des solutions, des services, des acheteurs de solutions et de services, et puis en même temps des gens qui en proposent, qui en offrent, mais également le monde public, le régulateur, l'ensemble des agences, des administrations, et bien sûr le monde académique, très présent avec les écoles et avec les étudiants qui sont particulièrement nombreux, notamment à participer à notre compétition de cybersécurité. Donc c'est un événement d'écosystème qui a la particularité aussi d'être à la fois un salon, 700 partenaires cette année, des sociétés très variées, de plus en plus européennes, et en même temps une partie forum avec beaucoup d'échanges opérationnels dans l'ensemble des salles sur tous les sujets vraiment mainstream, on va dire, de la cybersécurité, et en même temps pas mal de sujets un peu connexes avec des événements associés sur l'OSINT, l'investissement dans la cybersécurité, la sécurité des IA, etc. Sans oublier un sommet qui est le moment plus politique, plus stratégique, où on accueille notamment des grands patrons, des ministres. L'idée étant aussi de sortir un peu la cybersécurité de sa bulle, pour amener à ces sujets-là aussi, compte tenu des enjeux stratégiques, des gens qui sont un peu en dehors de l'écosystème. Mais le thème retenu cette année, c'est maîtriser nos dépendances numériques. Comment est né ce choix? Qu'est-ce qui, dans l'actualité ou dans les signaux que vous captez, rend ce sujet incontournable en 2026? Alors il y a deux sujets. Il y a tout d'abord un sujet industriel, une raison industrielle qui est de constater qu'on a un écosystème en Europe très innovant, très foisonnant, mais qui a la difficulté d'être très cloisonné, très fragmenté, notamment parce qu'on a des marchés assez peu intégrés. Et donc travailler à la meilleure intégration des marchés européens est vraiment clé pour finalement devenir moins dépendant de solutions extra-européennes. Donc ça c'est le premier objectif. Puis il y a un moment plus politique où on voit bien que la dépendance
les dépendances numériques peuvent être confisquées, instrumentalisées, weaponisées même, dans des contextes géopolitiques un peu compliqués, à la moindre tension, qu'elle soit commerciale, politique. Ce qu'on appelle la diplomatie transactionnelle fait que ces dépendances peuvent être confisquées. Donc en fait, le sujet, c'est pas tant le problème de la dépendance, qui en fait est normal dans une chaîne de valeur très globalisée, dans une économie mondialisée. C'est l'excès de dépendance, c'est l'asymétrie de la dépendance et la confiscation de celle-ci, pour faire pression. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi ce thème, c'est que c'est une façon très opérationnelle de parler de la souveraineté. La souveraineté, c'est souvent convoqué un peu comme un horizon stratégique, c'est très bien, c'est très utile, mais c'est un thème abstrait qu'on passe déjà beaucoup de temps à définir. Parler de dépendance, c'est vraiment parler finalement de la conséquence, et c'est très concret. Donc les dépendances, elles peuvent être techniques, elles peuvent être juridiques, financières, elles sont à voir aussi à la fois au niveau micro, au niveau des organisations qui peuvent être dépendantes de fournisseurs systémiques, par exemple, c'est l'un des sujets, et elles peuvent être évidemment beaucoup plus macro à l'échelle des États. Donc c'est à l'intersection, on est sur un continuum sécurité-souveraineté, et la dépendance, c'est ce qui est pile entre les deux, parce que ça a un impact à la fois sur la sécurité au sens technique du terme, avec des risques techniques, et en même temps sur la capacité à maîtriser ses choix technologiques. Et donc là, on parle davantage de souveraineté, de risques non techniques. Alors justement, on parle de maîtriser nos dépendances et non de lutter contre nos dépendances. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Est-ce qu'il faut accepter aujourd'hui nos dépendances et apprendre à les maîtriser plutôt que d'essayer de nous rendre indépendants technologiquement ? Alors, je pense que c'est sans doute un peu les deux, c'est-à-dire que il faut accepter ses dépendances. Encore une fois, il ne s'agit pas de refuser la mondialisation et tout ce qu'elle a pu apporter et tout ce qu'elle apporte, même si cette mondialisation change un peu de nature, elle se régionalise sans doute, elle se fragmente un peu plus. Donc il ne s'agit pas du tout de lutter contre ce phénomène. En tout cas, il ne s'agit pas de le refuser. Il s'agit simplement d'intégrer le fait que pour que la dépendance soit maîtrisée, il faut qu'elle soit déjà connue, identifiée, et deux, ensuite, pour la maîtriser, qu'on puisse mobiliser tous les leviers possibles destinés à les maîtriser. Les leviers qui peuvent être des leviers, alors si on se situe au niveau de l'organisation, qui sont des leviers techniques, l'architecture est déjà un bon moyen, évidemment. On parle d'architecture résiliente. C'est les achats, évidemment. C'est des leviers également juridiques, contractuels. Donc c'est mobiliser tous ces leviers pour accompagner finalement cette prise en compte de la dépendance, qui ne doit pas non plus être on ne peut pas la refuser, c'est pas le sujet, c'est de l'accepter, mais de faire en sorte qu'elle soit équilibrée. Alors, en quoi ce sujet il dépasse le simple cadre technique ? Comment est-ce qu'il devient un enjeu de souveraineté nationale, voire européenne aujourd'hui ? C'est un continuum, c'est-à-dire que cette dépendance, elle a un impact sur la sécurité parce que c'est le kill switch. Si on a un problème de disponibilité, c'est le DICT. La sécurité, on oublie souvent qu'il n'y a pas que l'intégrité et la confidentialité, il y a aussi la disponibilité. Donc kill switch, le flux est coupé, on a des systèmes qui sont en carafe. Donc ça, c'est le risque technique. Et puis, c'est aussi un impact sur la souveraineté, parce que à partir du moment où cette dépendance est confisquée pour des raisons politiques, géopolitiques, ou quelles qu'elles soient, ou commerciales, à ce moment-là, on perd totalement la maîtrise du choix technique. Et la maîtrise de notre devenir, quelque part, technique ou technologique. Et ça, c'est particulièrement grave. Le choix d'une solution est un choix, évidemment, qui doit se faire sur des critères fonctionnels, qui doit se faire sur des critères techniques, avec un horizon, bien sûr, au départ de court terme, mais il doit aussi prendre en compte des critères d'un peu plus long terme, dans un contexte où le numérique, les choix technologiques, c'est du soft power, mais c'est aussi du hard power. Et on a, dans le contexte actuel, certains pays, et je pense notamment aux États-Unis, qui ont parfaitement intégré ça, et quand on regarde par exemple les documents de stratégie américaine sur l'exportation de la pile technologique IA, ce qu'on appelle la tech stack, un document de juillet dernier sur la stratégie IA qui montre très bien que le gouvernement américain cherche aujourd'hui à verrouiller totalement ou à utiliser l'exportation de cette pile pour verrouiller les marchés, depuis le composant jusqu'à la couche haute et évidemment aux IA. Et qu'est-ce que tu attends, toi, cette année de cette édition en termes de prise de position ou d'avancées concrètes sur le sujet de nos dépendances numériques ? Alors, on attend deux choses. D'abord, des échanges très opérationnels. C'est le sens d'un livre blanc qu'on a fait avec le Césin, notamment, pour identifier tous ces leviers et mobiliser, évidemment, les acteurs au plan opérationnel. Ça, c'est la première chose. Et puis, on attend aussi, je pense, une avancée au plan plus politique, plus stratégique. On fait beaucoup d'observatoires, on fait beaucoup d'analyse de la situation. On travaille sur des indicateurs. Il y a un indicateur de la résilience numérique, par exemple, qui s'est mis en place. Il y a pas mal de choses. C'est bien, ça permet de prendre conscience du sujet, mais il faut aller plus loin. Il faut maintenant mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, au plan stratégique, ça passe notamment par la mobilisation de tous les leviers de politique industrielle à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. L'échelle européenne,
Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui continuent à se faire. On a eu hier une intervention très intéressante de la commissaire Ena Virkkunen. Je dirais qu'il faut sans doute encore aller plus loin et ne pas avoir une approche uniquement descendante, c'est-à-dire attendre finalement la mobilisation de fonds publics pour lancer des grands programmes, pour notamment je pense aux semi-conducteurs. Il faut aussi compléter ça par ce qu'on a fait à une autre époque en créant Airbus, c'est-à-dire regrouper les besoins que peuvent avoir nos gros industriels pour arriver à générer une commande qui permet derrière d'avoir des projets économiquement soutenables. Parce qu'en fait, le sujet, il est aussi là. L'innovation, ça ne se décrète pas. Il faut à un moment ou à un autre que le marché prenne le relais, que le marché soit là. Et ce marché, c'est deux choses. C'est un marché plus intégré à l'échelle européenne et deux, une capacité à massifier les besoins pour générer des flux permettant réellement à des acteurs européens d'émerger là où on en a besoin, et ce sur toutes les couches. On parle toujours des couches logicielles et des couches un peu plus hautes. Il y a aussi tout en bas, depuis le composant électronique, le semi-conducteur, des tas d'enjeux, et ces enjeux sont vraiment stratégiques parce qu'encore une fois, c'est le sujet vraiment de cette maîtrise de la pile technologique. Donc la prise de conscience, elle est là. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, c'est un peu le message. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Tissier d'avoir accepté cet échange au micro du podcast. C'est parti pour les 3 jours les plus intenses de l'année au Forum InCyber 2026. Mon deuxième invité a traversé toutes les institutions qui façonnent la politique numérique française et européenne. Il a été directeur du cabinet à l'ANSSI auprès de Guillaume Poupard, puis cofondateur et directeur général adjoint du Campus Cyber. Il est aujourd'hui directeur adjoint des initiatives politiques au Forum de Paris sur la paix. J'ai l'immense plaisir de recevoir Yann Bonnet au micro du podcast. Bonjour Yann. Bonjour Leslie. Ravi de te retrouver à l'occasion du Forum InCyber 2026. Alors comme je le disais, tu as traversé l'ANSSI, le Campus Cyber, et tu travailles aujourd'hui au Forum de Paris sur la paix, sur les enjeux de souveraineté technologique. Est-ce que le regard que tu portes sur nos dépendances numériques a évolué au fil de ces expériences ? Est-ce qu'on voit la même chose d'ailleurs depuis une agence nationale de sécurité, un écosystème industriel et une plateforme diplomatique internationale ? Alors il y a des choses qui changent un peu effectivement. À l'ANSSI, les dépendances, en fait, moi je les voyais comme une sorte de vulnérabilité, notamment vis-à-vis de certains OIV par rapport à des dépendances d'acteurs étrangers. Au Campus Cyber, on voit ces dépendances et puis le sujet de la souveraineté comme en quelque sorte aussi une opportunité pour renforcer notre écosystème et avoir des alternatives à certaines dépendances. Et côté Paris Peace Forum, moi j'ai vu plutôt l'outil technologique comme un outil de puissance et qui peut servir parfois comme une arme et qui fait des dégâts. Il y a quand même un point commun à mon sens dans tout ça, c'est en fait la souveraineté, c'est quelque chose de très concret. C'est notre capacité à maîtriser notre futur, que ce soit au niveau d'une entreprise ou d'un pays ou un groupe d'États. Et c'est le fait que nos décisions soient pas dictées par un algorithme ou une puissance étrangère. Et c'est clair que le numérique, on l'a vu maintenant depuis des années, ça crée des dépendances et ces dépendances peuvent parfois apporter des vulnérabilités juridiques, économiques, et donc c'est un sujet important. Est-ce que tu es d'accord avec le sujet phare du Forum InCyber cette année, qu'il faut maîtriser nos dépendances numériques et pas forcément lutter contre ces dépendances ? Quelle est ta vision ? Et c'est clair, c'est important. Ça va notamment par le renforcement de notre écosystème. C'est pour ça que en 2019, si je me souviens bien, avec Guillaume Poupard, alors qu'il était DG de l'ANSSI, que j'ai travaillé avec lui, on a lancé cette idée de créer un campus cyber qu'on a mis en œuvre avec Michel Vandenberg, qui est à mon sens une belle réussite, d'activer tout l'écosystème, de faire en sorte que ces acteurs publics et privés travaillent beaucoup plus ensemble. Qu'on ait réussi avec Michel à convaincre 60% du CAC 40 à venir au campus, qui sont en fait les clients, et donc ça permet aux offreurs d'échanger plus facilement et d'adapter leurs offres aux réels besoins. Voilà, in fine, après 4-5 ans, je trouve qu'on a accompli quelque chose de très beau avec un renforcement de l'écosystème, ou des sujets aussi sur les talents. Donc on est en train d'adresser tous ces sujets. Le sujet des talents, c'est aussi bien sûr lié à ces dépendances. Si on n'a pas les compétences, on sera dépendant d'autres acteurs. Alors, tu as accompagné aussi d'autres créations de campus cyber, celui en Lituanie. Tu as accompagné des gouvernements allemands et néerlandais qui travaillent sur des projets similaires. Est-ce qu'on est en train de construire un vrai réseau européen de souveraineté cyber ?
Alors, je pense qu'effectivement, on est un peu au début cette création de réseau. En tout cas, on en a besoin. On n'a pas le choix. La France est une puissance très belle, mais qui reste moyenne par rapport à des gros acteurs comme la Chine et les États-Unis. Et l'échelle européenne est la bonne échelle pour gagner en souveraineté et mieux maîtriser ses dépendances. En novembre dernier, tu as co-signé avec le Forum de Paris sur la paix un appel aux économies moyennes, comme vous les appelez, à coopérer pour préserver leur souveraineté technologique face à la course mondiale à l'IA. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cet appel ? En fait, on échangeait depuis quand même quelques mois, voire quelques années, avec certains de ces experts d'IA. Donc, c'est plus d'une vingtaine d'experts d'IA au niveau international qui ont signé cet appel, notamment Yoshua Bengio, qui est, je pense, le chercheur en IA le plus cité au monde. En fait, on est parti d'un constat très simple. On voit que on a une hyperconcentration de certaines capacités au niveau des États-Unis et au niveau de la Chine. Quelques chiffres. On a 75% de la puissance de calcul qui est aujourd'hui localisée aux États-Unis. On a 15% en Chine et même pas 5% en Europe. Si on regarde la capacité d'investissement dans l'IA, on est à peu près à 300 milliards au niveau US en 2025, 100 milliards au niveau de la Chine et je crois à peu près 20 milliards au niveau européen. Donc on a une hyperconcentration, ce qui nous met dans une position, nous, puissance moyenne, même si j'aime pas trop ce terme, mais dans une situation où on a soit le choix d'être dépendant à des acteurs puissants, donc ces gros labs d'IA par exemple, et de bénéficier de cette efficience, mais d'avoir ces vulnérabilités qui parfois peuvent être utilisées comme une arme, on pourra en reparler tout à l'heure, et faire par nous-mêmes des choses, mais on n'a pas les mêmes capacités, donc du coup on perd en efficience. Donc en fait notre gros message dans ce travail, c'est de dire il existe une troisième voie. On a besoin, on n'arrivera pas tout seul, chaque pays moyen entre guillemets. Il faut qu'on mutualise nos capacités. Il faut peut-être faire une sorte de Airbus de l'IA. Je rappelle Airbus dans les années 60-70, on était au niveau européen un peu dans une situation équivalente à aujourd'hui par rapport à l'aéronautique. On avait les compétences, on a des super ingénieurs, on a des super techniciens en Europe, mais voilà, on était très dominé par des acteurs, notamment Boeing à l'époque, et donc on a pris cette décision de créer un acteur collectif qui est Airbus, et on voit in fine que c'est quand même une belle réussite. Depuis le Forum de Paris sur la paix, tu observes des tensions internationales de très près, donc tu me parlais juste avant de vulnérabilité. Est-ce que dans un monde en tension, la cybersécurité devient un enjeu stratégique au même titre que la défense traditionnelle? Est-ce que c'est ce que tu vois aujourd'hui? Oui, je pense qu'on est beaucoup à constater ça. En fait, le numérique, la cyber commence à devenir clairement, dans certains cas, c'est dual, hein, ça peut être une arme. Un exemple, on a vu ce président des États-Unis qui a décidé de sanctionner des magistrats de la Cour pénale internationale, et donc qui a demandé de couper les services numériques, les services bancaires de ces magistrats, dont un Français. Donc là, le numérique devient une arme. On peut d'un coup couper les accès. On a vu aussi qu'on est de plus en plus dans des terrains de guerre hybrides, où la désinformation, l'automatisation des décisions sont prises. Alors parfois, ça permet de gagner en efficacité, mais on voit aussi sur l'Iran la décision de passer par une doctrine d'automatisation de la décision de tuer via des outils liés à Palantir, et le bombardement de cette école de jeunes filles qui a fait plus d'une centaine de morts, ça pose des nouvelles questions. Et donc on se doit d'être très responsable, parce que l'IA accélère les décisions, mais peut aussi accélérer les erreurs. Et en l'occurrence, dans le cadre de cette école, les erreurs viennent notamment, de ce que je comprends, de données qui dataient de 2013. Et donc c'est là où c'est important d'avoir un humain. Il n'y avait pas la bonne information. Et ça peut entraîner des drames. Est-ce qu'on est en train de reproduire, selon toi, avec l'IA, les mêmes erreurs de dépendance qu'on a faites avec le cloud il y a quelques années? Ouais, j'ai l'impression effectivement que l'histoire un peu se répète, malheureusement, à double titre d'ailleurs, par rapport à ce sujet. En fait, par rapport au cloud, on n'avait pas pensé la cybersécurité à l'origine du cloud, et c'est pareil au niveau des pères fondateurs d'Internet. On n'avait pas pensé au début, by design, par défaut, le chiffrement des mails et compagnie.
Et ça, il faut pas qu'on refasse la même chose au niveau de l'IA, ce qu'on pourrait un peu constater. Et puis, effectivement, par rapport aux dépendances, au début, la promesse du cloud apporte énormément de valeur, mais en fait, on s'est aperçu aussi que ça crée ces fameuses dépendances et que le jour où il y avait un peu des stratégies de lock-in de certains acteurs, il faudrait pas qu'on fasse exactement la même chose, qu'on se retrouve dans la même situation au niveau de l'IA. C'est pour ça que c'est important d'avoir au niveau européen des acteurs très forts, et on en a. On a Arfang Lab, on a Sequoia, on a Gatewatcher, on a Filigrane, on a plein d'acteurs en France qui sont top. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'ils grandissent et qu'on puisse être plus autonome. Quelle est l'initiative clé qui peut, pour toi, tout changer, qui peut nous permettre de reprendre le contrôle sur nos dépendances numériques? Alors pour moi c'est vraiment jouer collectif. J'ai parlé du Airbus de l'IA. Je pense qu'il y a quelque chose de très simple qu'on devrait lancer, donc on parle depuis des années. C'est un Buy European Act. Les Américains, je crois que quasiment jour pour jour, ça fait 93 ans, je me suis amusé à calculer ça l'autre jour, que les États-Unis ont le Buy American Act, qui oblige les administrations à acheter américain. Il faut qu'on fasse des choses un peu équivalentes, en tout cas au niveau européen, peut-être pas national, mais au niveau européen, pour avoir notre tissu économique. Des économies moyennes. Des économies moyennes pour qu'elles soient plus aussi moyennes que ça et qu'on soit des véritables leaders, et en tout cas moins dépendants d'acteurs et plus en maîtrise de nos dépendances. Pour toi, la prise de conscience est là aussi, il faut passer à l'action. Exactement, je pense qu'on a tous les éléments. Encore une fois, je vois et on le voit aujourd'hui au Forum in Cyber, on a un dynamisme assez incroyable. On a des innovateurs, on a des très bons ingénieurs. Il faut qu'on arrive comme ce qu'on a l'intention qu'on a eu au niveau du campus cyber, faire en sorte que ces acteurs, ce collectif, soient encore plus forts, qu'on dépasse les frontières, qu'on aille au niveau européen. Et qu'on gagne en efficience. On a un gros challenge, on a l'arrivée de l'IA agentique qui est quelque chose qui va là aussi révolutionner notre monde cyber. On doit innover, on n'a pas le choix pour mieux défendre. Eh bien, merci beaucoup Yann Bonnet d'avoir accepté de participer à cet épisode. Un très bon salon à toi. Merci. À bientôt. Ma troisième invitée est l'incarnation parfaite du lien entre la vision stratégique que l'on vient d'entendre et la réalité du terrain. J'accueille Anouk Théier, directrice générale adjointe de l'entreprise Arfang Lab, partenaire de cet épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour et merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Alors Arfang Lab, c'est un éditeur européen spécialisé dans la protection des endpoints, fondé en 2018, qui protège plus de 600 organisations, des ministères, des hôpitaux, des grandes entreprises. En tout, ce sont 2 millions de postes de travail et de serveurs qui sont protégés par vos soins à travers l'Europe. La preuve qu'il est possible d'être européen, souverain et compétitif de haut niveau. Anouk, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le thème phare du Forum in Cyber cette année? Maîtriser nos dépendances numériques. Quelle est ta vision sur le sujet? Tout d'abord, je suis vraiment ravie que ce soit un thème qui ait été retenu pour le FIC de cette année. Je pense que ça note quand même que ce sujet-là, c'est une préoccupation croissante des RSSI. L'année dernière, chez Arfang Lab, on avait fait une étude où on avait questionné les RSSI européens sur ce sujet. Il y en avait déjà 72% qui disaient que c'était une préoccupation croissante pour eux. Et je parie que cette année, quand on refera cette étude prochainement, le nombre aura encore grandi. Et les discussions qui auront lieu au FIC, elles peuvent nourrir ce débat et permettre aussi d'y voir plus clair dans un débat qui est parfois compliqué, notamment pour des questions de sémantique. Alors si on remet un peu de clarté dans ce débat, quelle est ta vision à toi? Il y a quand même cette notion de souveraineté qui est quelque chose de initialement très très politique, très lié à l'État, et de plus en plus très marketing, avec une dimension un peu incantatoire de la souveraineté où il suffirait de se proclamer souverain pour l'être. Nous, chez Arfang Lab, on préfère quand même souvent le terme de autonomie stratégique qui illustre plutôt la notion de maîtriser ses choix, de pouvoir choisir ses technologies, les sélectionner en amont, les déployer où on veut, les configurer comme on veut, et puis aussi en changer lorsqu'elles ne nous plaisent plus. Donc on va parler plus d'autonomie stratégique et donc d'avoir le choix. Exactement, c'est se conserver des marges de manœuvre et avoir la capacité de choisir de manière indépendante plutôt que d'être indépendant tout court, avec cette notion parfois un peu d'autarcie derrière le terme d'indépendance ou de souveraineté. Alors est-ce que le sujet de la dépendance numérique, il est forcément lié à la souveraineté ? Il est clairement très intriqué avec le sujet de la souveraineté.
il y a cette dimension très claire des choix technologiques qui doivent être faits, au-delà du discours. Vraiment, quelle est la dimension opérationnelle de cette souveraineté, quelle est la dimension opérationnelle de cette indépendance numérique et comment elle se traduit dans la technologie, parce que c'est ça la réalité des RSSI et des professionnels de la cyber. Alors Arfang Lab justement est identifié aujourd'hui et reconnu comme une solution souveraine. Quels sont les critères qui vous permettent de vous positionner comme tel ? Tout d'abord, il y a un sujet initial de performance. Si on n'est pas performant pour faire ce pourquoi les clients vous attendent, on peut pas être souverain. Les clients, les RSSI, quand ils choisissent une solution cyber, elles attendent avant tout qu'elle le protège. Sans ça, il n'y a pas de souveraineté. Donc ce critère de performance, validé par des tiers, il est essentiel. Ensuite, donner le choix systématiquement dans le déploiement, donc la capacité de déployer dans le cloud, dans différents types de cloud. On est très fiers d'avoir un partenariat avec OVH Cloud en France, mais on a la capacité aussi de se déployer dans d'autres environnements, les environnements de confiance des clients. Et puis, dernier élément qui est très important, c'est la transparence et l'ouverture des solutions. Dans la maîtrise de ces choix, quelque chose contre lequel on veut systématiquement lutter, c'est l'effet lock-in, l'effet captif de certaines solutions et donner la possibilité de voir ce qui se passe à l'intérieur de la solution, de comprendre ce qui s'y passe et de pouvoir le configurer, l'interconnecter avec d'autres solutions tierces. C'est quelque chose qui est un critère pour nous évident d'une autonomie stratégique numérique. Donc, être souverain, ce n'est pas seulement avoir sa donnée dans un cloud européen. Exactement. L'important, c'est d'avoir le choix, comme je le disais. Un des éléments qui est très important, et je pense que c'est un basculement un peu conceptuel autour de ces débats de souveraineté, de dépendance numérique qui est en train de s'opérer. Pendant très longtemps, on a analysé le sujet sous l'angle de la donnée. Qui accède à ma donnée personnelle? Qui accède à ma donnée critique? On voit aujourd'hui que les cas d'usage qui posent problème en matière de dépendance numérique, ils sont pas tant liés à la donnée, ils sont plutôt liés à est-ce que je suis capable d'assurer la continuité de mes services, qui sont des services critiques pour des entreprises, pour des administrations. Et donc, on voit que là, c'est vraiment une question de choix, c'est pas une question d'accès, etc. Oui, donc il y a vraiment un changement de paradigme autour de cette notion de souveraineté. On entend aussi souvent dire qu'en choisissant une solution européenne, on renonce forcément à une part de performance. T'en as déjà parlé. Quelle est votre recette chez Arfang Lab pour proposer une solution qui est à la fois de confiance et qui répond à ces enjeux de performance? Il y a quand même quelque chose qu'on oublie parfois quand on rentre dans ces débats conceptuels, c'est contre qui on se bat. Et aujourd'hui, on se bat contre des cyberattaquants qui continuent d'innover continuellement, qui ont des intérêts économiques ou stratégiques très forts à mener des attaques de haut niveau et des attaques très persévérantes dans le temps. Et donc nous, c'est face à ce standard-là qu'on se positionne. On continue d'innover. Aujourd'hui, chez Arfang Labs, il y a 65 ingénieurs qui innovent au quotidien avec les technologies les plus avancées d'IA, avec les technologies les plus avancées de threat intelligence pour faire face à cette menace. Et on n'hésite pas à se challenger contre les meilleurs du marché dans des benchmarks internationaux qui sont reconnus pour être sûr qu'on répond à ce paradigme essentiel de la cybersécurité. Alors, est-ce que tu auras un cas d'usage, une situation concrète à nous partager qui illustre pourquoi le choix d'une solution de confiance peut faire vraiment la différence? Oui, peut-être deux cas d'usage différents. Un premier cas d'usage qui est lié à la notion de continuité de service. On a de plus en plus de clients, de prospects qui viennent nous voir en nous indiquant que eux, un des enjeux que leur COMEX leur pose sur la table, c'est de s'assurer qu'ils ont 100% de disponibilité de leur système. S'ils doivent avoir recours à des systèmes externes, à des systèmes qui sont déportés dans d'autres clouds, ils sont incapables de répondre à cette exigence que leur comité de direction leur impose, parce qu'ils doivent déporter cette responsabilité à l'extérieur. Avoir la possibilité d'avoir une solution de confiance déployée dans leur propre infrastructure permet de répondre à cette exigence et leur permet d'assurer à leur comité de direction qu'ils vont y répondre. Alors, si on revient sur les dernières actualités, entre les tensions géopolitiques, les débats autour des GAFA, il y a une forme de sursaut européen. Est-ce que tu constates que les priorités des organisations en matière d'équipement cyber ont changé ?
Oui, clairement, il y a et le fait que ce soit le sujet du FIC l'illustre clairement. Il y a cette sorte de prise de conscience. On a beaucoup parlé de la suspension numérique du juge français de la Cour de justice internationale suite à une sanction américaine qui avait été prononcée à son encontre. On a beaucoup parlé aussi de maîtrise en cas de disruption liée à des solutions tierces. Et ça fait un peu son petit bonhomme de chemin dans l'écosystème cyber européen. Et nous, on le constate, et la manière la plus concrète dont on le constate, c'est qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, la notion de souveraineté, la notion de localisation des données, la notion de validation par des tiers, et notamment les agences nationales de cybersécurité européennes, voire l'ENISA, émergent de manière très significative. Alors, est-ce que tu as le sentiment que le paysage de la menace cyber lui-même a changé ces dernières années ? Est-ce que les organisations en Europe sont plus exposées qu'avant ? Je vais paraphraser Vincent Strubel qui a dit lors de la présentation du panorama de la menace que on avait atteint une sorte de plateau, mais que le plateau était très 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 élevé. Donc la menace, elle est assez constante, tant dans sa nature que dans son volume, mais elle est très significative. Il se passe pas un jour sans que une organisation soit victime d'une cyberattaque. Peut-être un phénomène qui est un peu plus nouveau et qui est en très forte croissance que je voudrais souligner, c'est l'explosion du nombre de vulnérabilités dans notre écosystème numérique qui devient de plus en plus complexe, avec des modules d'IA qui emportent aussi leur couche de vulnérabilité. Et ça, c'est peut-être un phénomène nouveau qui crée des nouveaux défis pour les défenseurs. Et au-delà de Harfang Lab, comment est-ce que tu vois le rôle du secteur privé dans la construction d'un écosystème européen plus résilient ? Est-ce que c'est une responsabilité que vous portez ? Clairement, aujourd'hui, c'est pas le propre de la cyber, c'est plutôt une problématique du marché européen dans son ensemble. Il y a une très grande fragmentation de ce marché. Il y a des acteurs multiples qui sont concurrents dans des géographies concurrentes, et ça crée un défi de passage à l'échelle, ça crée un défi d'innovation continue. Clairement, en tant qu'acteur du secteur privé, on a cette responsabilité de faire un pas vers d'autres acteurs privés qui pourraient être nos concurrents et qu'il est certainement plus intéressant de faire devenir des partenaires pour créer cette consolidation européenne. C'est ce qu'on a fait par exemple de deux manières assez différentes. Une fois à l'échelle européenne avec une société autrichienne, Icarus, où on a fait fusionner nos produits d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ils protègent des clients français, des clients autrichiens, mais aussi des clients allemands ou belges. Et puis un autre cas d'usage, cette fois-ci plus français, on travaille avec Sequoia à une offre conjointe, la European Defence Platform, qui est commercialisée sous une bannière unique pour simplifier le parcours d'achat des plus petites structures. C'est ce type d'initiative partenariale, co-construite, qui peuvent permettre d'avoir un écosystème cyber européen plus résilient et plus significatif en termes d'échelle. C'est ça, l'esprit de la cyber. C'est vraiment coopérer, même entre concurrents. C'est assez rare. Qu'est-ce que vous attendez-vous du cadre européen pour que le secteur privé puisse vraiment jouer ce rôle ? Typiquement, nous, un obstacle qu'on a rencontré dans notre déploiement à l'international et notamment en Europe, c'est la fragmentation des régulations. Aujourd'hui, on est qualifié par l'ANSSI et alors même qu'il y a une reconnaissance mutuelle avec l'Allemagne, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment admis en Allemagne, mais en France également, on a fait le choix de se refaire certifier en Allemagne par le BSI. Et ça, c'est un effort, c'est du temps que nos équipes passent à passer une certification qui est très très similaire, mais pas tout à fait pareille. Et donc, typiquement, s'il pouvait y avoir également cette consolidation au niveau européen, une harmonisation, c'est quelque chose qui nous ferait gagner collectivement énormément de temps. Alors d'un point de vue cybersécurité, quels sont les prochains défis qui vous attendent en Europe ou ailleurs ? Quelles sont les évolutions du marché que vous anticipez ? Il y a vraiment deux évolutions majeures. Il y a une première évolution qui est liée aux besoins de rationalisation des outils de cybersécurité par les RSSI. Nous, on le voit de manière très immédiate parce que notre logiciel est un agent qu'on doit déployer sur tout un système d'information. Les RSSI avaient l'habitude de déployer une multitude d'agents, chacun portant une fonction unique de sécurité. Ça posait des problèmes de compatibilité, de mise à jour, etc. Et on a ce besoin de rationalisation et c'est pour ça que nous, on fait le choix de rassembler ces fonctions de sécurité au sein de notre agent unique. Ça, c'est clairement un défi. Et le second défi, c'est quand même le défi de l'IA parce que aujourd'hui,
même d'un point de vue conceptuel, la manière dont réellement, en tant qu'éditeur de sécurité, on va sécuriser l'IA, c'est quelque chose qui est encore très flou et les bases sont pas vraiment jetées, ni les bases technologiques, ni les bases conceptuelles. Et c'est clairement un défi des prochaines années. Un mot de la fin peut-être pour conclure cet entretien. Déjà, un grand merci de faire ce podcast qui permet de faire rayonner au niveau du grand public des sujets cyber qui peuvent parfois être arides et aussi qu'on a parfois tendance à oublier parce qu'il y a une actualité très conflictuelle actuellement dans le monde, mais il ne faut pas oublier que toute cette conflictualité, elle se répercute directement dans le cyberespace et du coup, c'est pas le temps de baisser les bras et avoir un podcast qui met ça en valeur, c'est clairement une très bonne chose. Mais merci beaucoup Anouk Théier, directrice générale adjointe de Harfang Lab, d'avoir livré ta vision sur le thème phare du Forum InCyber. Le salon continue avec notre 4e invité. Pour clôturer cet épisode enregistré au cœur du Forum InCyber, nous avons souhaité donner la parole à celui qui choisit, qui déploie et qui observe les résultats sur le terrain. Mon 4e invité est l'un des leaders de la cybersécurité managée et partenaire historique d'Harfang Lab. Je suis ravie d'accueillir Benjamin Leroux, CMO chez Advance. Bonjour Benjamin. Bonjour Leslie et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors chez Advance, vous intégrez la brique technologique EDR d'Harfang Lab dans votre offre de SOC managé appelée MySOC depuis 2020. Ensemble, vous protégez de nombreuses entités publiques, notamment des hôpitaux. C'est un partenariat qui dure et qui marche. Alors, Benjamin, au-delà de la promesse technologique, quels sont tes critères d'évaluation dans le choix d'une solution de cybersécurité aujourd'hui ? Évidemment, il faut qu'elle marche bien. Et avec l'EDR d'Harfang, les chiffres d'analyse de ce qui est couvert, qui est détecté, le prouvent. Première partie, il faut que ça fonctionne bien. Évidemment, dans nos milieux, il faut que les solutions soient sécurisées, puisque c'est des solutions envers lesquelles on va confier beaucoup de choses. Il faut avoir une certaine confiance envers la solution. Dans notre cas particulier, comme on va opérer la solution et la faire interagir avec le SOC, il faut une intégration possible. Donc là, on peut parler d'API, on peut parler de toutes les dispositions technologiques pour une intégration et ça c'est extrêmement important et avec Harfang Lab ça s'est toujours bien passé. Et puis au-delà des considérations purement techniques, technologiques, sécuritaires, il y a un peu d'humain, il faut qu'il y ait une envie de travailler ensemble, il faut le feeling qui va bien et également une confiance mutuelle. Et alors pour toi, quels sont les critères qui font vraiment la différence sur le marché aujourd'hui, si tu devais en citer 2-3 ? Les critères évidemment, donc c'est la capacité à détecter. Le D de EDR est vraiment extrêmement important, donc pas trop de faux positifs parce qu'il y a toujours un peu de faux positifs. Et également la capacité à maîtriser vraiment la solution. Et avec Harfang Lab, c'est quelque chose que les analystes et les spécialistes au sein du SOC ont souligné, c'est qu'on peut vraiment paramétrer, il y a de la finesse, on peut définir des règles, on peut vraiment aller assez loin. Parce que ça reste des outils assez experts, utilisés par des experts, et ils s'y retrouvent, ils l'utilisent avec plaisir, et il y a cette ouverture et cette capacité de personnalisation assez fine qui est considérée comme puissante. Et qu'est-ce que ça change justement pour un analyste d'avoir des outils qui sont transparents et ouverts, comme celui d'Harfang Lab que tu décris ? Ça rajoute à la confiance dont on parlait précédemment. On sait comment fonctionne la solution. C'est pas une boîte noire un peu magique qui va clignoter le jour où il se passe un truc potentiellement un peu bizarre. On a vraiment cette capacité de maîtriser la solution et pour nous c'est important. Le MySOC, c'est une plateforme qu'on a construite nous-mêmes, sur laquelle on a beaucoup investi. Il y a des développements maison, mais évidemment on n'a pas la prétention, la possibilité de tout faire tout seul. Donc on travaille avec des partenaires comme Harfang et justement on a besoin de comprendre ce qui se passe, de pouvoir personnaliser, de pouvoir maîtriser la solution et aussi de pouvoir faire vivre l'outil par rapport à l'évolution de la menace, par rapport à l'évolution des périmètres des clients. Et en ça, il y a vraiment une bonne alchimie entre les deux sociétés. Alors le sujet phare du FIC aujourd'hui, c'est nos dépendances numériques. Est-ce que toi tu constates que le caractère souverain d'une solution, c'est devenu un critère de choix en 2026 ? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, qui a changé ? Alors, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. On peut pas éviter le sujet, encore plus vu les turpitudes géopolitiques depuis quelques années. La cyber est géopolitique et on doit l'intégrer. Par contre, au moment du passage à l'acte, au moment de la concrétisation, est-ce que c'est un vrai critère d'achat ? Est-ce que c'est un vœu pieux ? On peut se poser la question en étant un peu provocateur. Il y a parfois un petit peu de difficulté à concrétiser. On a envie, on se dit que c'est important, mais est-ce que c'est le critère ? Quelle est l'importance du critère dans la grille de pondération de la solution, dans le cahier des charges, etc., etc.
Voilà, ça reste compliqué. Pour nous, ça reste un élément d'une importance capitale. Advent, on promeut une cybersécurité européenne avec des partenaires européens pour apporter une réponse et on pense que l'Europe en a les moyens, en a la capacité. On protège des opérateurs d'importance vitale ou autres, des secteurs extrêmement critiques. On doit maîtriser cette sécurité, on doit maîtriser ces fameuses dépendances numériques. Il faut cette souveraineté, cette indépendance stratégique. Mais parfois, voilà, c'est pas encore nécessairement un critère qui l'emporte sur les autres, notamment sur le critère financier parfois. J'entends beaucoup parler de courage quand il est question de choisir une solution souveraine par rapport à une solution américaine, par exemple. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En quoi ce choix nécessite aujourd'hui du courage? Alors je modérerai un petit peu. Est-ce que c'est courageux de se préparer à des États-Unis qui ont des façons de faire de plus en plus surprenantes, voire parfois inquiétantes? Est-ce que c'est courageux que de se dire qu'il y aura des conflits, qu'on a besoin de maîtriser sa solution? Ça pourrait être juste perçu comme de la gestion de risque, ce qui est ce qu'on fait tous les jours au quotidien dans la cyber. Mais en même temps, face à la taille de certains acteurs, à la puissance quelque part de certains fournisseurs technologiques, bah oui, il y a une forme de courage à s'affirmer comme une alternative et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire proposer une solution, l'intégrer, faire tourner un service. L'exemple encore une fois du partenariat Arfanglab et Advance, c'est bien que ça existe et que les clients choisissent. Il y a peut-être quand même un courage de se dire c'est peut-être pas le chemin le plus facile et donc peut-être que c'est une forme de courage. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que l'Europe dispose des outils, des ressources, des compétences et technologies pour rivaliser sérieusement avec les solutions de cybersécurité américaines? Oui, je pense qu'on a des bons ingrédients. On a des gens qui sont très forts sur certains domaines. On est une terre de mathématiciens en France, donc pour la crypto, pour l'IA, ça peut être intéressant. On a aussi des développeurs. Enfin, on a toutes les briques unitaires. Je me demande juste si on a la bonne recette. Est-ce qu'on a le bon shaker pour mélanger tous les ingrédients et faire le bon cocktail? Là où peut-être ça peut paraître plus facile dans d'autres pays. Israël est une machine à générer des startups cyber. Les États-Unis en accueillent une bonne partie quand elles se développent. En France, en Europe, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que il y a plus de règles, il y a plus de contraintes pour faciliter l'éclosion, on va dire, de ces talents? Là, il y a des choses très intéressantes. Si on prend Sigo Entrepreneurs, ce qui a été créé par Aurélie Clerc et Laurent Hauserman, le Startup Studio pour faire éclore des belles startups cyber, je pense que ça va dans le bon sens et ça va permettre peut-être de mixer correctement ces ingrédients. Et après, peut-être qu'on est un peu trop pur quelque part en Europe. Les marchés publics, on essaie de traiter tous les fournisseurs un peu sur un même pied d'égalité. Peut-être qu'il faut favoriser tout simplement des solutions européennes. Peut-être qu'il faut un cadre qui pousse un peu. Et c'est pas déplacé en 2026 de favoriser une solution européenne, alors qu'on sait très bien que de l'autre côté de la planète, tout le monde le fait et ça choque personne. Donc peut-être qu'il faut aussi forcer quelque part, aimer les startups et les solutions européennes, c'est bien, mais les preuves d'amour, c'est mieux et un bon de commande, c'est une belle preuve d'amour dans certains cas. C'est la deuxième fois qu'on me parle d'amour sur ce podcast, je note. L'amour de la cyber. Alors toi qui observes le terrain depuis des années, comment est-ce que tu as vu la menace cyber évoluer? Est-ce que tu constates que les organisations européennes sont plus ciblées qu'avant? Alors ça tombe bien parce que tous les ans à l'occasion du FIC, on sort notre rapport sur l'état de la menace, le fruit du travail du SOC et du CERT. Le message clé cette année, c'est l'intensification, la massification. On peut pas dire, alors oui, dans certains cas précis, l'IA permet de sophistiquer, de faire des choses très complexes, mais globalement, ce qu'on a vu, c'est tout augmente. Ça va trop vite, il y en a de plus en plus, donc on a une intensification de la menace. Et après, en Europe, oui, malheureusement, on va dire, pour les pays européens, on est bien classé dans le top des victimes du ransomware. On a vu en France l'année dernière énormément d'articles de journaux sur les fuites de données. Il y a beaucoup de choses, peut-être parce que tout simplement, il y a des cibles, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de structures publiques dans chaque pays, encore plus dans les pays fédéraux, enfin il y a de quoi faire. Et aussi, peut-être parce que, compte tenu des tensions, le conflit, les différents conflits qui malheureusement sont éclos sur la planète,
on est dans certains cas en Europe des voix qui s'opposent ou des voix qui essaient quelque part de résister. On peut être victime collatérale de groupes pilotés par des États. Donc voilà, on a un certain terreau de par le nombre d'opérateurs économiques ou publics. On est dans des pays qui parfois s'opposent à des pays qui n'ont pas peur d'attaquer. Tout ça mis bout à bout, oui, malheureusement, on est bien classé dans le top des victimes. Avec une menace étatique qui augmente. Alors face à ces évolutions de la menace, est-ce que les outils aussi ont suivi? Dans quel sens est-ce que la demande de tes clients a évolué? Alors, ce qu'on a vu évoluer, c'est que il y a une prise de conscience, en tout cas pour les gens qui ont une certaine maturité, de l'extension du terrain de jeu, cette fameuse surface d'attaque. Évidemment, il faut protéger les endpoints, les postes de travail, les serveurs, mais il y a plein d'autres environnements qu'il faut protéger. On l'a vécu chez Advance et on le vit encore. Il y a un appel du marché sur la sécurité des environnements industriels. Le marché peut aussi souligner le développement de la sécurité des clouds. C'est comme ça. Le SI s'est étendu, s'est développé. La menace, elle se promène. Et on s'est aussi prouvé par les conclusions de nos pentesters, les gens qui font de la sécurité offensive. Ils rentrent toujours. De toute façon, quand ils rentrent pas, ils s'énervent jusqu'à temps de rentrer. Mais ils rentrent plus par les mêmes portes qu'avant. Il y a des périmètres qui ont atteint une certaine maturité, on va dire une certaine stabilité, un certain niveau de sécurité. Mais il y a d'autres périmètres qui sont moins surveillés, moins maîtrisés. Mais il y a des solutions. La bonne nouvelle, c'est que le marché n'aime pas trop le vide. Et donc, il y a des solutions. Il faut juste que les clients déploient ça. Alors, il faut pas tout empiler et ça serait trop simple s'il s'agissait d'empiler uniquement des technologies, mais il y a une offre pour répondre à ces nouveaux problématiques et couvrir toute la surface d'attaque. Et une surface d'attaque qui s'élargit notamment avec l'IA. Est-ce que vous constatez ça aussi? Oui, évidemment. On peut pas ne pas parler de l'IA et de la nécessité de la sécuriser parce que évidemment le premier constat c'est la folle vitesse d'adoption. Il y a quelques années on n'aurait pas parlé. Là c'est vraiment partout, en direct pour les gens qui veulent utiliser du chat GPT ou du cloud ou dans les outils. Énormément d'outils comme des ERP ou des outils métiers comme Salesforce, SAP intègrent aussi d'une manière ou d'une autre de l'IA. Donc il y en a partout. On est obligé de l'intégrer et évidemment j'allais dire, comme n'importe quelle nouveauté, ça s'accompagne de vulnérabilités. Mais là, on a quelques spécificités propres à l'IA qui convient d'intégrer dans la démarche de sécu. Et pareil, on peut plus l'éviter. Quelles sont les évolutions majeures annoncées pour 2026 côté Advance? À quoi est-ce que vous vous préparez en ce moment? Alors justement, on continue, on va dire, d'accompagner nos clients sur la sécurisation de l'IA. Et puis, on se prépare quand ça sortira à Nice 2. On n'a jamais été aussi près. L'ANSSI a sorti les règles. Maintenant, il manque une loi. Et bonne nouvelle pour nous, peut-être moins bonne pour les gens assujettis. Il y a d'autres référentiels. Il y a le Cyber Resilience Act, il y aura l'IA Act. Donc, il y aura aussi évidemment tout un champ d'activités autour de la conformité, qui est quelque chose qu'on a toujours pratiqué. Mais je pense qu'on va bientôt devoir mettre les bouchées doubles pour aider les organisations. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Leroux, CMO de Advance, d'avoir participé à cet épisode enregistré sur le Forum InCyber 2026. Merci. Pour conclure cet épisode, j'avais à cœur de tendre mon micro à une autre podcasteuse cyber. Je vous présente Noémie Münster, la voix de Let's Talk About Sec. Bonjour Noémie. Bonjour Leslie, merci de m'accueillir. Avec plaisir, tu es aussi donc responsable de la communication chez Arfang Lab et à l'initiative de cet épisode. Pourquoi est-ce qu'il était important pour Arfang Lab de venir porter sa vision de la souveraineté numérique ici au Forum InCyber dans un podcast grand public? C'était très important pour nous de venir s'exprimer à ton podcast et également de participer à ce genre de salon parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'environnement géopolitique, si on parle beaucoup entre guillemets des conflits, on a tendance à oublier que en parallèle finalement la cybermenace elle ne cesse de croître, on va dire presque proportionnellement à mesure que l'environnement numérique se tend et même physique se tend. Et je pense qu'il faut jamais baisser la garde vis-à-vis de la vigilance numérique, vis-à-vis de la compréhension aussi de la valeur des données, de la valeur de tout ce qu'on peut partager sur Internet. Et ça vaut pour les entreprises, mais également pour le grand public. Et je pense que c'est des messages qui est important de faire passer en continu, en communication. On dit que c'est beaucoup de répétitions. Et je pense qu'on a encore malheureusement pas fini de le dire. Et alors, en préparant cet épisode, on a parlé d'un paradoxe que tu connais bien. Les solutions européennes performantes existent, mais elles restent souvent invisibles donc face aux géants américains qui ont des moyens marketing beaucoup plus importants. Est-ce qu'une partie du problème de notre dépendance numérique, c'est finalement aussi lié à un problème de visibilité?
Oui, sans doute. Je pense que c'est des états d'esprit qui sont un peu différents. On a une certaine forme d'humilité, je trouve, dans les entreprises en France et en Europe de manière générale. C'est vrai dans le cyber, mais pas que. Parfois, c'est très bien perçu. Parfois, justement, ça fait, entre guillemets, de nous des entreprises peut-être parfois un peu plus crédibles et portées sur la technique et véritablement le produit et pas que sur le show-off. Mais en fait, on en pâtit aussi beaucoup. Parce que, en effet, la visibilité, ça se développe au fur et à mesure du temps. Et nous, je pense qu'on met plus de temps à être visible d'une part cette humilité et en effet aussi des moyens financiers qui sont pas non plus les mêmes. On le sait que les investissements sont assez différents aux États-Unis. Dans Europe. Et chez Arfang Lab, en tout cas, je sais que nous, on préfère toujours investir dans le produit que dans le marketing. Alors, on se débrouille comme on peut, mais une différence culturelle de taille qu'il était intéressant d'évoquer avec toi au micro. Merci beaucoup, Noémie, d'avoir accepté de clôturer cet épisode avec moi. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je rappelle que pour t'écouter sur ton podcast, il suffit de s'abonner via le lien dans la description de l'épisode. Je tiens à remercier Arfang Lab d'avoir rendu cet épisode possible. Merci à nos 4 intervenants pour leur disponibilité. Merci aux équipes du Forum InCyber pour leur soutien logistique sur place. Et merci à vous qui nous écoutez. À très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.